Habib Karaouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Cap Bank. Depuis, elle est créée, c'est une banque d'affaires créée depuis 1997. D'abord aujourd'hui, Absolument. quel est son état de bilan, ses activités, comment ça marche? En fait, donc Cap Bank, c'est une banque d'affaires qui est agréée, bien entendu, par la Banque centrale de Tunisie. Et elle a été créée, en fait, en 1997 à la faveur de la décision du gouvernement tunisien à l'époque d'entamer tout le travail de restructuration des entreprises, notamment publiques, et de déréglementation un peu de l'activité économique. Donc, ça elle a été créée à l'initiative de 8 banques, 3 banques tunisiennes et 5 banques étrangères, pour essayer d'accompagner justement toutes les opérations de restructuration d'entreprises publiques ou à participation publique et de procéder soit en sell side ou en buy side à des opérations de conseil. Donc, nous faisons ce que font les banques d'affaires dans le monde. On fait essentiellement donc du conseil en fusion-acquisition, en introduction en bourse, en opération de restructuration et de restructuration de l'endettement des entreprises. Nous faisons également tout ce qui touche au financement des entreprises, notamment des financements à court terme, sous forme de crédit relais ou sous forme de portage. Et nous faisons également de la private equity, puisque nous intervenons dans le haut de bilan pour les entreprises, pour prendre des participations minoritaires, pour les accompagner à un moment jusqu'à un horizon de 5 ans au maximum, le temps que l'entreprise reprenne, bien entendu, sa vigueur. Quel est le degré d'efficacité en termes d'affaires, en termes d'implication dans le tissu économique de Nous Tunis? avons, euh, nous avons effectivement, je vous remercie pour cette question-là, parce que moi, je me rappelle quand on avait commencé à travailler, on ne nous prenait pas au sérieux. Et malheureusement, même les autorités faisaient appel à des banques d'affaires étrangères pour les opérations les plus importantes. Et nous, à partir du moment où nous n'avions pas de track record, on ne pouvait même pas soumissionner aux grandes opérations. Et moi, je dois dire que j'ai développé un peu une théorie en termes de management dont je ne suis pas peu fier, ce que j'ai appelé la stratégie du second rôle. Et donc, nous avons C'est-à-dire, cherché à faire des partenariats avec de grandes banques d'affaires internationales pour des deals en Tunisie jusqu'à ce qu'on apprenne le métier, jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement développer donc le track record et les prérequis techniques demandés par les donneurs d'ordre de manière à soumissionner tout seul. Et nous avons eu la chance et le bonheur et le privilège d'avoir travaillé sur les plus grosses opérations de privatisation ou d'entrée de partenaires stratégiques en Tunisie, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans le domaine des télécoms. Nous avons eu le privilège de travailler sur l'opération de l'augmentation de capital de 35%, de la cession de 35% de Tunisie Télécom, où nous avons eu vraiment un record qui est un record mondial en termes de produits de la cession, puisque la cession s'est faite à quasiment plus de 12 fois l'EBITDA, ce qui constitue encore un record dans le monde pour des opérations de ce type. vous apportez une technicité, une manière d'entrer dans la sophistication des dossiers, les appels d'offres, l'accompagnement des entreprises, mais ça a des limites aujourd'hui. Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre état financier? Nous avons la chance, même la crise ne nous a pas beaucoup affectés parce que nous avons changé un peu de position. À un moment, on avait un niveau de dépendance avec la commande publique qui était très important. Jusqu'à 80% de nos chiffres d'affaires, on le faisait avec l'État ou des entreprises publiques ou parapubliques. Et nous avons senti un peu les mutations qui allaient s'opérer sur le marché tunisien et nous avons basculé complètement pour privilégier les grands groupes tunisiens en faisant du conseil notamment permanent sous forme quasiment d'abonnement et en essayant d'accompagner la PME, PMI tunisienne. Et nous sommes actuellement à quasiment plus de 90% de nos chiffres d'affaires qui provient essentiellement du secteur privé. Avec cela, bien entendu, nous avons aussi développé la private equity de manière un peu plus substantielle, puisque nous avons créé des fonds d'investissement
Nous en sommes au troisième fonds avec un focus sectoriel selon notre lecture macroéconomique du développement de l'économie tunisienne. Nous mettons le focus sur l'innovation, tout ce qui est robotique, intelligence artificielle, IoT, biotechnologie, industrie pharmaceutique, nanotechnologie, tout ce qui fait le futur, tout ce qui est consubstantiel de ce qu'on appelle communément l'industrie 4.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les 24 banques, la Tunisie et les rapports du FMI et des bailleurs de fonds le précisent bien, la Tunisie est dans un conservatisme dans son système financier et monétaire. Est-ce que de tout cela, qu'est-ce qui explique en réalité cette, les pesanteurs et surtout les inerties dans un pays qui a besoin de cette vitalité économique? Vous avez mis le doigt sur ce que je considère, moi, comme étant les deux faiblesses majeures de notre système bancaire tunisien. C'est l'atomisation. Nous avons 24 banques, c'est beaucoup. Et paradoxalement, nonobstant ce nombre important de banques, nous avons un des taux de bancarisation les plus faibles. On a à peine 36% de taux de bancarisation. Et si on affine l'analyse pour aller vers la catégorie d'âge 18-25 ans, ce taux de bancarisation est d'à peine 9%. Donc, c'est vous dire le schéma et le chemin qui doit être fait pour, dans le sens de l'inclusion, notamment des catégories socio-professionnelles à bas revenus, des étudiants et des femmes, etc. Donc, atomisation, en plus, concentration. Vous savez que 6 banques seulement concentrent 73% du PNB global. Ces mêmes 6 banques concentrent 75% des dépôts. Ils concentrent également quasiment les 3/4 des crédits qui sont accordés sur le marché, notamment pour la PME, PMI et pour les particuliers. Donc, à la fois atomisation, mais en même temps une structure qui fait que seulement 6 banques et le reste se partagent, bien entendu, le reste. Donc, en fait, cette réalité date depuis de nombreuses années. L'endogamie pratiquée par ces banques, et vous avez bien souligné les goulots d'étranglement et surtout les blocages, cette espèce presque de mentalité de rentier. Comment aujourd'hui, dans un pays qui est véritablement menacé dans ses finances, dans son économie, comment peut-on aujourd'hui imaginer cette durée de vie de mentalité de rentier, si je puis dire? Absolument, et c'est le deuxième élément, justement, c'est cette fragilité, en dépit du fait que le système bancaire tunisien a été trop longtemps, de mon point de vue, protégé contre la concurrence, protégé contre les nouveaux entrants, ce qui fait, à un moment, il bénéficiait, justement, vous avez raison de le dire, d'un certain privilège, d'une rente différentielle par rapport au reste du système financier, ce qui ne les a pas encouragés justement à s'améliorer et à développer, notamment à se développer pour faire face aux enjeux. Et nous sommes confrontés à une situation de fragilité de notre système bancaire. Donc, les enjeux, c'est des enjeux de taille. On a trop de banques et paradoxalement, nous n'avons aucune banque à capitaux tunisiens qui soit capable d'accompagner les investisseurs tunisiens en dehors de Tunisie. L'impulsion doit venir d'où? L'impulsion, moi je pense que l'impulsion doit venir des autorités pour faciliter des opérations de fusion, parce qu'il faut absolument que l'on réduise le nombre de banques et que l'on procède à des fusions logiques, réduire le nombre pour les renforcer. Deuxième élément qui me semble tout à fait important, c'est que les banques sont confrontées dès aujourd'hui à un problème de maîtrise des risques de crédit. C'est la qualité des actifs dans les banques est tout à fait problématique. Vous savez qu'on a un taux de créances classées globalement pour le secteur de 13,4%, ce qui est quand même beaucoup, c'est très élevé. Et nous avons 11 banques
sur l'ensemble des 24 banques qui ont des taux de créances classées de plus de 15%. C'est intenable. Et surtout, comme vous le savez, en temps de crise, il y a ce qu'on appelle le taux de transformation justement des actifs courants vers les actifs classés qui peut se faire à un rythme beaucoup plus élevé à cause des défauts des incidents de paiement. Donc, ça, c'est le premier risque. C'est un risque qu'il faut absolument juguler, maîtriser, etc. Le deuxième, je dirais, enjeu et facteur de risque, c'est la digitalisation. Et nous sommes dans une situation, encore une fois, paradoxale, où le client de la banque a fait un développement beaucoup plus rapide en termes de système d'information et en termes de qualité et de performance de la gestion que la banque elle-même. Nous avons un retard d'au moins une dizaine d'années par rapport à d'autres pays, notamment d'Afrique subsaharienne, sur tout ce qui est mobile banking, sur tout ce qui est banque à distance, etc. Justement, la révolution digitale semble n'est pas au rendez-vous. Comment peut-on aujourd'hui imaginer ce retard, ce décalage, et rien n'indique que le changement va arriver? C'est-à-dire qu'il y a une telle lenteur que on est surpris. Expliquez-nous, c'est un pays Nous n'avons développé. pas, honnêtement, on est quelques-uns, nous n'avons pas arrêté d'appeler l'attention des décideurs et des policy makers sur ces sujets. Moi, j'ai fait un papier il y a un certain nombre d'années que j'ai intitulé Innovate or Perish, innover ou périr, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler de la même manière et il faut absolument être en phase avec l'environnement. Bien entendu, pour évoluer, il faut un écosystème qui soit favorable, il faut un écosystème qui soit technogène. On ne peut pas être un îlot de rationalité et un îlot, je dirais, de performance dans un océan qui l'est moins. Et donc, il y a aussi le là qui doit être donné par les pouvoirs publics. Il faut digitaliser justement l'administration, il faut améliorer les conditions. Vous savez que jusqu'à maintenant, nous avons encore des difficultés avec la signature électronique. Nous avons encore des dispositions qui sont d'un autre âge concernant les signatures légalisées. Culturel. Et qu'est-ce qui explique, alors que le monde évolue, les Tunisiens s'informatisent, ils sont très branchés, mais qu'est-ce qui explique ce grand décalage entre la réalité et les pratiques des banques? Je crois que moi je pense que d'un point de vue global, ce sont bien entendu, je pense, les personnes en charge, les politiques qui n'ont pas, disons, conscience de l'impératif de transformation digitale et de l'impératif de transformation de la société et de leurs partenaires dans le monde, etc. Et deuxième élément, c'est le conservatisme du corps bancaire en Tunisie, qui, bien entendu, comme vous le disiez tout à l'heure, bénéficie d'une rente de position, d'une rente différentielle qui ne l'encourage pas et qui ne subit aucune concurrence qui soit justement déstabilisante. Vous savez que pour changer, il faut justement être mis en risque d'existence ou en risque de perte de performance. C'est ce qui vous pousse à bouger, c'est ce qui vous pousse à changer. Or, quand vous bénéficiez justement de la protection de la réglementation en vigueur, quand vous bénéficiez de la protection justement des institutions qui sont en charge de la régulation et du contrôle et de la supervision, et quand vous bénéficiez d'une rente différentielle, quand c'est l'État lui-même qui vous encourage à être dans cette phase-là, parce que vous savez que les banques tunisiennes participent de plus en plus activement dans le financement des déficits budgétaires, par la souscription à tout ce qui est banque de trésor, etc. Et ça les fait vivre. Qui les fait vivre sans prendre aucun risque. Absolument. Et ça a immédiatement un effet d'éviction, puisque nous sommes dans un jeu à somme nulle, et ça vient au détriment, bien entendu, de tout ce qui est capacité justement à prêter aux entreprises, notamment en phase difficile dans laquelle nous sommes actuellement. Mais on est frappé par l'absence de sources d'inspiration. Quand on voit l'Afrique, vous l'avez dit, l'Afrique est très en avance. C'est un laboratoire en termes de monétique, en termes de technologie bancaire. Aujourd'hui, vous êtes le vice-président du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique.
Quelle est l'utilité aujourd'hui d'un outil pour les Tunisiens alors qu'il n'y a pas de politique africaine? Je crois que c'est important. Vous savez, la Tunisie et beaucoup de responsables et de décideurs ne connaissent pas l'Afrique subsaharienne et ne savent pas ce qui s'y passe. Et donc, moi, à chaque fois qu'il y a une opportunité pour leur démontrer tout ce foisonnement d'idées, toute cette innovation, notamment dans les startups, etc., c'est une occasion pour leur montrer qu'il y a des expériences qui sont en train de se faire en Afrique, justement subsaharienne, et qui peuvent être des sources d'inspiration pour le système bancaire tunisien, qui regarde beaucoup plus vers le nord et qui n'imite pas le nord. Il regarde vers le nord, mais tout en restant avec des pratiques, bien entendu, typiquement, j'allais dire, domestiques. Et donc, moi, je suis convaincu que sur beaucoup d'éléments, la proximité et puis l'échange et puis la prise de connaissance est de nature à faire bouger les lignes. Nous avons dernièrement organisé un webinaire sur un ouvrage qui a été fait par le laboratoire des idées, justement, du club. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait le maximum de banques tunisiennes qui participent et j'ai bien vu l'intérêt qu'ils avaient à écouter ce qui se faisait justement en Afrique subsaharienne dans toutes les zones et qui pouvait être de nature à les rapprocher et à les inspirer. Mais l'Afrique ne se vit pas virtuellement. L'Afrique a besoin d'être vécue, intériorisée. Les Tunisiens sont très éloignés de cet univers. Très éloignés, ils le sont de moins en moins. Parce que, comme je le dis souvent, moi, bon, il y a deux aspects. Moi, je n'ai pas arrêté de dire depuis très longtemps que notre, j'allais dire, univers naturel, c'est l'Afrique. Et donc, il fallait absolument mettre le paquet très longtemps. Et je crois que les fondateurs, justement, de l'UE avaient compris cela, parce que la Tunisie a été pionnière en ce domaine. Vous savez que la première banque non française créée au Sénégal, ça a été la banque tuniso-sénégalaise. Mais ça, Au c'est Niger, c'est l'histoire. pareil. Il y a aussi une participation dans une compagnie d'assurance au Niger, etc. Donc, les fondateurs, justement, de l'Union africaine ont compris cela très tôt. Mais seulement, on n'a pas, justement, surtout pour le cas tunisien, il n'y a pas eu le souffle qu'il faut pour continuer, pour améliorer tout cela. Maintenant, il ne faut surtout pas penser à l'Afrique, et c'est ce que je dis aux responsables et aux chefs d'entreprise, il ne faut pas penser à l'Afrique subsaharienne par défaut. Ce n'est pas parce que les conditions, justement, sont devenues de plus en plus difficiles, notamment avec les pays du Nord, qu'il faut le faire par défaut. Non, il faut y aller conscient que c'est une, justement, position stratégique, il faut y aller parce que notre avenir commun se situe dans ce continent-là, où il y a des potentiels de croissance, comme vous le savez, dans beaucoup de pays qui sont extrêmement importants et où nous avons des avantages en tant que Tunisiens compétitifs sur des tas de domaines où nous pouvons mettre en place des partenariats. Moi, le mot-clé, c'est partenariat. Et qui dit partenariat, ça vient du mot partner en anglais, ça veut dire partager. Moi, je crois beaucoup en le partenariat organique et dans les deux sens. Dans les deux sens, ce n'est que comme ça que l'on puisse établir des relations qui puissent être conçues dans la durée et mutuellement profitables. Juste pour terminer, vous êtes un homme très présent dans les débats, vous êtes un influenceur, je dirais, tant vous êtes présent dans les tables rondes, les colloques. C'est bon pour la notoriété, est-ce que c'est bon pour les affaires, le fait d'être aussi présent? Bon, nous, on a notre business model, en fait, c'est des équipes qui sont dédiées, qui sont chargées, etc. Nous, je crois qu'on a une fonction, quelle que soit d'abord, la plupart du temps, je participe à ce genre de manifestation dans ce que je considère être mon devoir de citoyen, parce que je pense qu'il faut quand même enrichir et contribuer au débat public et essayer de transmettre un peu de son expérience à beaucoup qui ne font pas malheureusement l'effort pour mieux connaître les autres, mieux connaître les secteurs, etc. Donc, vraiment, ma conception, c'est beaucoup plus une contribution au débat public, une contribution, je dirais, à l'intérêt général
qu'à un intérêt particulier où nous avons bien entendu d'autres canaux et d'autres moyens de pouvoir capter des affaires. Habib Karaouli, je rappelle que vous êtes le président de Cap Bank, une banque d'affaires de Tunisie. Je vous en remercie. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci.